Bonjour chers étudiants. Nous allons toujours continuer notre formation, mais le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Étude des incoterms. Les incoterms dont on en parle tant. Donc il y a lieu, je vous en prie, de mieux maîtriser les incoterms, qui sont une série de règles étudiées et mises en place par la Chambre de commerce internationale, permettant de mieux fluidifier le commerce international. Donc, les incoterms sont en anglais. Et ces incoterms-là sont au nombre de 11. Ces incoterms-là ont une définition que vous allez maîtriser, c'est-à-dire la définition parle des obligations entre acheteurs et vendeurs. Oui, ça c'est la définition. Maîtriser dans le contrat de commerce international les obligations qui sont pour l'acheteur et les obligations qui sont pour le vendeur. Oui, pour cela, il y a des objectifs. Et ces objectifs-là sont au nombre de 3. C'est-à-dire la barrière des distances, la langue, les usages commerciaux. L'acheteur et le vendeur ne sont pas effectivement dans le même pays. Donc, étant dans des pays différents, il faut maîtriser soit la distance, soit la langue, soit les usages commerciaux. Oui. Et donc, pour cela, les incoterms sont classés au nombre de 11. Le premier incoterm, c'est ex-work. Et le dernier incoterm, c'est DDP. Vous voyez, non? Le premier, c'est ex-work. Le dernier, c'est DDP. Ça veut dire qu'il faut connaître et comprendre tous ces incoterms-là, du premier au dernier, dans un classement par degré croissant d'obligation pour le vendeur. C'est-à-dire, quand je prends ex-work, qu'est-ce que le vendeur fait? Quand je prends FCA, qu'est-ce que le vendeur fait? Ainsi de suite jusqu'au DDP. Le DDP dit Delivery Duty Paid, named Port of Destination. Ça c'est en anglais, parce que je dis que les incoterms sont édités en anglais. Et puis en français on dit rendu, droit acquitté, lieu de destination convenu. Donc, dans la classification, quand on dit DDP là, le vendeur prend en charge tous les autres incoterms jusqu'à livrer la marchandise chez l'acheteur. Il accomplit toutes les formalités d'usage pour l'obtention du prix DDP. Donc, ces incoterms en réalité sont classés en 4 familles. La famille E, F, C et D. Retenez que la famille E, F et C ont en commun la vente au départ. C'est-à-dire que la marchandise est en train d'arriver depuis le vendeur à l'acheteur, mais ce n'est pas encore arrivé. Et quand on dit l'incoterm D, on dit que la marchandise est arrivée chez l'acheteur. Parce qu'on dit que le vendeur supporte tous les frais et tous les risques qu'entraîne l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination convenu. Oui. Maintenant, les règles qui sont applicables au niveau des incoterms à tout mode de transport. On a mis les incoterms qui obéissent à tout mode de transport. Et puis, comme la voie maritime occupe 95% des échanges dans le monde, on a classé les incoterms maritimes à part. Oui. Donc, au cours de votre expédition, vous devrez savoir si la marchandise à expédier passe par voie maritime ou par autre voie. Oui. Ça va vous permettre de mieux maîtriser le mode de transport. Et donc, vous lirez en même temps quelles sont les obligations pour chaque incoterm qui échoua au vendeur ou qui échoua à l'acheteur. Je prends un exemple très simple pour le transport maritime. Je prends le principe. On dit coût, assurance et fret. Vous avez vu ça, c'est en français. Sinon, en anglais, on aurait dit cost, insurance and freight. Et dans cet incoterm-là, qui est une règle, qui est une condition de vente, qui est un prix de vente, on dit le vendeur choisit le navire.
et paye le fret maritime. Le fret maritime, c'est quoi? C'est le transport principal pour le voyage de la marchandise. Jusqu'au port convenu. Il supporte la mise à bord de la marchandise et les frais de formalité douanière export. Obligation d'assurer au minimum de 110% de la valeur des marchandises et de même devise. Et puis maintenant on dit à l'acheteur que lui il supporte les risques dès que la marchandise est à bord du navire. Vous voyez? Vous voyez ce que ça veut dire? Très simple. On continue et on arrive à travers la transmission des obligations pour le vendeur et des obligations pour l'acheteur à établir un tableau nous permettant de transformer ces obligations-là en coûts. Donc, pour avoir le coût ex-work, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on prend le coût d'acquisition des matières premières, le coût de production, pour obtenir le coût d'acquisition, et à ce coût d'acquisition-là, on ajoute une marge bénéficiaire parce qu'on ne peut pas vendre à crédit pour avoir le prix S-work ou bien la condition S-work ou bien le contrat S-work ou bien le prix de vente X-work. Vous voyez? Regardez, quand vous allez prendre le tableau, là, vous allez voir là où on a écrit coût d'acquisition. On a dit entre parenthèses coût de revient des produits finis ou semi-finis. C'est le coût de revient. Et donc, quand on a le prix X-work, après avoir rajouté la marge bénéficiaire du vendeur, on a en même temps le prix Borchon ou le prix départ usine. Vous voyez? Ensuite, pour avoir le prix qui suit, c'est-à-dire le prix face ou le prix FCA, c'est-à-dire que on a défini deux modes de transport. C'est-à-dire le mode maritime ou le mode polyvalent. Quand vous voulez calculer le prix FCA, vous utilisez le prix S-work et puis vous additionnez avec les éléments intermédiaires pour avoir le prix FCA. Si vous voulez calculer le prix face, s'il s'agit du mode maritime, vous utilisez bien le prix X-work additionné aux autres éléments. Parce qu'on a mis plus. Même si on ne vous a pas expliqué, en regardant, c'est ce que ça veut dire. Donc, le prix face, vous additionnez le prix S-work aux autres prix, aux autres éléments intermédiaires, pas de prix, aux autres éléments du commerce intérieur pour avoir le prix face. Vous voyez? Donc, quand on dit prix face, c'est le prix FCA en même temps. Mais le prix face là, c'est du côté du transport maritime. Quand on dit FCA, c'est-à-dire c'est aussi le prix face, mais c'est du côté polyvalent, c'est-à-dire autre moyen de transport. Et ensuite, on a le prix FOB. Et ainsi de suite jusqu'à avoir le prix DDP. Mesdames et messieurs, vous voyez, ce n'est pas difficile à calculer et tous les éléments vous sont donnés. Mais ces éléments-là, on les utilise où? On les prend comment? On ne les prend pas au hasard. Hein? On les prend par rapport à l'indication. Hein? Par rapport à l'apprentissage qui vous sera donné. C'est par rapport à l'apprentissage. Vous lisez l'apprentissage et vous savez déjà, par rapport aux données de l'apprentissage, comment faire pour calculer le prix S-work. En tenant compte des éléments permettant de calculer le prix S-work. Ensuite, le deuxième prix. On ne prend pas les éléments au hasard parce qu'il y a un tableau au hasard, il faut choisir les prix au hasard. Non, il faut suivre le schéma et l'apprentissage qui vous est donné. C'est ainsi que vous saurez déterminer correctement et exactement le prix de chaque vente. Ce sont des prix de vente, donc le prix de chaque vente. Sachez que tel prix calculé est un prix au départ et sachez aussi que tel prix
calculé est un prix à l'arrivée. Tout en sachant, en ayant en tête, dans le calcul de ce prix, quelles sont les obligations qui incombent au vendeur et quelles sont les obligations qui incombent à l'acheteur. Vous verrez qu'avec un peu plus de sérieux, un peu plus de compréhension, vous allez déterminer correctement chaque prix de vente. Oui. Donc, la balle est dans votre camp. C'est à vous de maîtriser les éléments d'usage et de savoir calculer chaque incoterm. Oui. Je reviens encore sur un autre exemple. Si on me dit de calculer le prix DPU dans mon apprentissage, oui, dans mon apprentissage, je regarde quel est le prix qui précède DPU. Oui, on a mis d'abord prix CIF et puis prix CIP. C'est-à-dire que pour avoir le prix DPU, je dois avoir au préalable déterminé soit le prix CIP ou soit le prix CIF. Sinon, je ne saurais calculer le prix DPU. Ensuite, pour calculer le prix DAP, j'ai besoin du prix DPU que j'additionne au magasinage import, au gardiennage import éventuel. On dit bien éventuel. C'est-à-dire que ça peut exister comme ça peut ne pas exister. Et puis, ensuite, la manutention import éventuel également. Le post-acheminement et puis le transit import ou HAD. Le HAD veut dire honoraire des agréés en douane. Donc, la différence nette que je peux établir entre DPU et DAP, c'est qu'il y a le post-acheminement. Oui. Les autres, on a dit éventuels. Donc, si les éventuels n'existent pas et que je dois avoir le prix DAP, il faut qu'entre le prix DPU et le prix DAP, il y ait au moins le post-acheminement. Oui, c'est-à-dire que là, précisément, je change de lieu géographique. Ce qui est d'ailleurs utilisable en incoterm. C'est-à-dire qu'un incoterm dépourvu des situations géographiques ne veut rien dire. En clair, ça veut dire quoi? Si DPU est fait au port de Marseille, ou bien au port d'Abidjan, si je suis arrivé, pour avoir le DAP, je ne dois plus être au port d'Abidjan. Je dois quitter le port pour aller soit à Bassam, soit à Yamoussoukro, soit à Korogo, pour parler de DAP. Parce qu'il y a un poste acheminement. Oui, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer, à faire une nette distinction entre les incoterms. Et puis la dernière partie que je vais vous expliquer, regardez par exemple, quand on dit DAP et DDP, il n'y a pas de situation géographique différente. Il n'y a seulement que les droits et taxes de douane qui diffèrent le DAP et le DDP. Vous voyez, en ce moment-là, vous établissez le lien pour une meilleure compréhension. Je vous en prie. Vous voyez? Donc, un incoterm dépourvu de situation géographique, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, si on dit S-Work, on doit dire S-Work là. C'est le premier. Ça commence où? Par exemple, je dis Paris. Et quand je dis par exemple face, je ne peux plus dire Paris. Je dis par exemple Marseille, 7 et autres. Parce que face veut dire free et long side ship. Or, à Paris, il n'y a pas de port maritime. Ouais. Donc, utilisant la voie maritime pour mon expédition, je dois me déplacer pour aller vers le lieu où se trouve un port maritime. Et donc, il faut qu'il y ait des précisions géographiques pour savoir à quel niveau je me situe et quel est le prix que j'obtiens à ce niveau-là. Ouais. Donc, il faut faire très attention. Je sais que nous sommes tous dans l'apprentissage et nous allons mieux nous comprendre. Sur ce, je vous remercie.